Bon, je crois qu'on vous doit une petite explication. Il s'est passé pas mal de choses. Et on pense que vous vous posez la question que tout le monde se poserait. Alors non, on ne s'est pas séparés. C'est vrai qu'après 7 ans de navigation 24 heures sur 24, on aurait toutes les raisons d'y croire, mais non, on ne s'est pas séparés. Et en plus, notre silence a été très très long, plus d'un an. Et on comprend que vous vous posez beaucoup de questions. La vie sur un voilier n'est pas toujours rose. C'est pas toujours facile. Mais on a quand même survécu. Et donc, la raison de notre disparition, elle est à la fois simple et complexe. Pendant 7 ans, notre vie ressemblait pour vous tous à une vie de rêve avec de l'eau turquoise transparente, plein de cocotiers, la carte postale, le rêve. Ouais. C'est vrai que oui, cette vie, elle existe, mais c'est juste une partie de l'histoire et on ne vous raconte pas toujours tout. Nous avons vécu un phénomène cyclonique à San Andrés. Ce jour-là, on a eu des rafales de 50 nœuds. Les bateaux, ils dérapaient les uns après les autres. Nous, on se faisait du souci pour notre mouillage, que l'encre tienne. On voyait plus rien à cause de la pluie torrentielle et on s'entendait plus. Ouais. Et ça dure des heures, hein. Vous voyez des photos des beaux paysages. On poste pas tout, mais pour nous, c'est des souvenirs où on devait survivre. C'était difficile. Donc, il y a un décalage entre ce qu'on vous montre parfois et ce que nous, on vit. Et même la navigation devient une source de frustration. Et là, on se souvient de la remontée du Panama vers le Mexique, vers la mer de Cortés. Oui, parce que la personne qui nous avait dit de remonter jusqu'au Mexique, que c'était fabuleux, merveilleux, elle nous a pas raconté que la remontée du Panama vers le Mexique se fait presque tout au moteur. Et donc on a un épisode, on essaie de remonter la côte mexicaine, il y avait un peu de vent. On a fait 19 bords pour faire 5000. Donc à un moment on abandonne, on met le moteur. Ouais. Donc on lutte contre la météo, contre les éléments. Et là, on se pose la question, mais où est passé le plaisir? Cette fatigue mentale, où on commençait à avoir un peu le ras-le-bol, c'est rajouter la fatigue physique parce que comme tout le monde, nous on vieillit, le corps a plus de mal à répondre aux activités, aux sollicitations. Donc on commence à avoir un moment où le corps dit stop, ça suffit. Ouais. Puis moi, j'avais un signal très fort. C'était la deuxième année de la navigation quand on est arrivé aux Caraïbes. Le signal, c'était le soleil. Et on m'a diagnostiqué la rosacée. Donc, la rosacée, c'est une inflammation chronique de la peau du visage. Et tout ce qui faisait notre vie sur le voilier, c'était le soleil, la chaleur, l'humidité, Le le stress, vent, même d'ailleurs, aussi le stress de la navigation, des nuits blanches. Ça se répercutait sur le visage, je devenais rouge, c'était vraiment une inflammation. Et je pouvais pas du tout lutter parce que les médecins sont clairs, on peut pas soigner la rosacée, on peut juste la calmer. Mais moi, je pouvais plus sortir. J'étais dans le bateau comme dans une dans une prison dorée. Et à moins de me tartiner des crèmes solaires en permanence, moi je sortais de moins en moins. Et d'autant plus qu'après, il y avait aussi moins d'endroits où on pouvait marcher. Donc la frustration était double et je pouvais plus rien faire. et quand ton esprit ne peut plus et que le corps ne suit plus, c'est là que tu te dis, c'est peut-être le moment d'arrêter. Donc il y avait le Mexique, la mer de Cortés. C'était la cinquième année de navigation. Quand on était au chantier à San Carlos, c'est là que tout a basculé. Ouais, parce que comme tous les bateaux, on doit le sortir une fois par année, mais nous, c'était quand on pouvait. On devait le sortir au sec pour faire la maintenance, anti-fouling, faire des réparations. Et c'est là qu'on a compris que ça allait être un cauchemar.
La coque était dans un état épouvantable. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Donc, à partir de 11 heures, on s'enfermait dans le bateau sans pouvoir en sortir. On trouvait pas les pièces parce qu'au Mexique, il faut savoir, il n'y a pas de chips and l'air, il n'y a pas de magasin de pièces pour bateau. On doit tout faire venir des États-Unis. Et puis, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc tout ça, ça est venu se rajouter à tous les soucis qu'on a eus, ce qui fait qu'on est resté plusieurs mois au sec avec le bateau. Et là, vous commencez à réfléchir si c'est cette vie vraiment que vous voulez continuer à mener. Donc on était coincés, hein, le visa expirait, on devait quitter le pays, on a décidé d'aller en Europe, et en plus c'était pendant la saison cyclonique, donc on avait aussi du stress alors qu'on était en Europe. Ouais, comme on devait quitter le Mexique, on a profité de l'expiration du visa pour aller en Europe pendant 2 mois. Et ça, c'était pendant l'été, donc pendant la saison cyclonique de l'hémisphère nord. Et donc, on surveillait la météo depuis l'Europe sur ce qui se passait au Mexique parce que la zone, la Basse-Californie, c'est une zone cyclonique. Et il y a eu 2 cyclones, et dont un qui est passé près de notre chantier naval où on était au sec, et il y a 3 bateaux qui sont tombés à terre, et nous, on n'avait pas de nouvelles, donc c'était vraiment l'angoisse. Heureusement, j'ai réussi à avoir des nouvelles en sachant que notre bateau était toujours sur pied, mais c'était quand même l'angoisse, le souci. Et voilà, donc ça, plus toutes les conditions mexicaines, c'était pas évident, c'était pas reposant, c'était pas la vie qu'on a souhaité avoir. Ouais, et c'est un peu à partir de là hein, qu'on a donné de moins en moins de nouvelles. Oui, on a commencé à filmer de moins en moins, et là, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire par la suite. Après, on est revenu au Mexique, et c'est là que notre avalanche de problèmes sont arrivés. Le frigo ne démarre plus, la batterie moteur était morte, on trouvait pas les pièces, tout coûtait une fortune. Ouais, finalement on peut enfin mettre le bateau à l'eau et on découvre que le safran il veut pas vraiment tourner, les panneaux solaires ne produisent pas autant d'électricité qu'avant, mais on se rend compte que dans la chaleur hein, de l'été, que plein de choses ont cuit. Oui, parce que le Mexique, avec sa chaleur et ses UV, ça a quand même abîmé beaucoup de matériel. Il fallait ressortir le bateau, parce qu'il faut savoir que quand on est revenu, on a mis le bateau à l'eau, et avec ce que Diana vient de décrire, on a dû ressortir une deuxième fois, donc revenir au sec avec le bateau pour faire des réparations. Et on ne voyait pas le bout. Vraiment, on se disait, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Et là, après une énième journée de réparation, de chaleur, de situation horrible au chantier, on s'est assis dans le carré, on était épuisé, fatigué, découragé. Et on a discuté, et puis on s'est dit, on est dans le Pacifique, on va traverser le Pacifique, on va aller en Polynésie, parce que c'est le rêve de tous les navigateurs. Et le meilleur moyen de visiter la Polynésie, c'est avec un bateau. Donc on s'est dit, on y va, on profite, et après on vend. Moi, j'ai dit oui, hein, parce que moi, de toute façon, j'en avais marre depuis un moment déjà. Le bateau n'était plus un plaisir, ni l'aventure, ni la liberté. C'est devenu une contrainte. Des travaux forcés, des réparations à ne plus en finir, et alors des équipements qui coûtent une fortune. Même la plus petite vis en inox coûte une fortune sur un bateau. Donc un bateau, c'est un puits sans fond au niveau investissement. D'ailleurs, dans nos comptes, c'est toujours le bateau qui coûtait le plus cher. C'était jamais nous, ni les loisirs, ni l'alimentation. C'est toujours le bateau. Donc on avait assez, et on s'est dit peut-être c'est le moment d'arrêter ce moyen de transport et de reprendre le contrôle sur notre vie. Donc notre plan, c'était de profiter encore de la Polynésie pendant 2 ans, parce qu'on peut garder le bateau pendant 2 ans sans payer la TVA. Et à nouveau, hein, la vie tournait en rond, et on a tenu 1 an, et là, on voulait vraiment tourner la page. Oui, on a bien profité pendant 1 an, on a fait toutes les marquises, on a fait une grande partie des Tuamotu,
Mais après, on sentait que, il fallait changer de paysage, il fallait commencer à préparer le bateau pour la vente. Donc, on a fait route vers Tahiti, parce que c'est là que tout se passe, hein. Donc, on a préparé le bateau, on a nettoyé, réparé encore les petites choses, et on a contacté les brokers, et la surprise totale. Ouais. Alors, le bateau s'était vendu en 2 jours. Et je pense que c'était un signe, hein. Personne ne s'y attendait. On n'avait même pas le temps de vider le bateau, ni prendre des photos appétissantes pour la Ouais. vente. Ben, on s'était dit, c'était vraiment, ça doit être vraiment le destin. Le destin nous dit, vous avez fait le bon choix. Oui, c'était pas gagné d'avance parce qu'en Polynésie, à Tahiti, il y a des dizaines, voire des centaines de bateaux qui sont en vente. Donc on nous avait dit, il faut être patient, ça va être long, il faut le vendre pas cher, enfin. Et nous, on a vendu en prix correct, un bateau bien entretenu, puis il est vite parti, comme a dit Diana. Et malgré les 7 années que nous avons vécues à bord, dans notre maison, on n'a pas senti de tristesse, car on avait le sentiment qu'on avait bien profité, on a bien voyagé, on a fait des rencontres de personnes mais exceptionnelles, et que c'était peut-être la fin d'un chapitre, la fin d'une période, et qu'il fallait passer à autre chose. Mais on regrette pas du tout, hein. C'était vraiment fabuleux. Mais avant de commencer une nouvelle aventure, un nouveau départ, il y avait encore une étape importante à franchir. Ouais. Donc, on avait besoin de souffler, de respirer, loin l'un de l'autre. Voilà. C'est qu'après 7 ans, on est resté 24 heures sur 24 ensemble, Ouais, dans confinés, un espace très réduit, hein. dans un confinement permanent. Il était important qu'on prenne un peu d'espace pour nous, chacun individuellement. Et moi, je suis parti au Portugal, retrouver ma famille. Ouais, moi, je suis rentrée en Slovaquie parce que j'ai toute ma famille là-bas. Et bah, c'était aussi parce que je devais m'occuper de ma peau, de mon visage, de trouver la façon comment calmer cette inflammation chronique sur le visage. Ouais. Donc, on est resté séparés quelques mois. Et pendant ce temps, bah, on n'a pas perdu contact, hein, on s'est toujours appelé, mais c'était important qu'on passe chacun un moment dans sa famille, qu'on trouve nos amis, ça nous permet de respirer et surtout de préparer le nouveau départ et les nouvelles aventures. Et nous voilà réunis, hein. Nous sommes actuellement au Portugal, nous allons un peu voyager. Nous n'avons plus rien, enfin, nous avons ni appartement, ni maison, ni camping-car. Notre vie tient dans 2 valises, hein, parce que nous n'avons rien ramené de la Polynésie. Nous n'avons pas de box où stocker les affaires. Donc nous avons que nous deux valises et une longue route devant nous. Et puis on redécouvre surtout la vie à terre, tout est à portée de main. Et ça, on n'avait plus l'habitude. Ça, c'était le choc. Ouais, On trouve de tout. ouais, il y a l'électricité à volonté, le gaz à volonté, l'eau à volonté. C'est des choses qu'on n'avait pas vraiment sur le bateau, hein. On était limité. Et pour nous, c'est vraiment le luxe. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le gros choc, ouais, en arrivant dans cette société. Parce que notre dernier lieu de séjour, c'était la Polynésie. Ben, il n'y avait rien. Et il fallait se batailler, trouver les légumes, les fruits, les boissons, enfin tout. Il n'y avait rien. Ouais. Et en fait, pourtant, on voit les gens, maintenant qu'on est rentré, hein, sur Terre, que les gens, ils sont stressés, ils sont malheureux, ils râlent tout le temps. Donc, c'est un peu le choc. Et vraiment, les gens sont blasés de tout ce qu'ils ont, alors que Ouais. nous, on n'avait pas grand-chose sur le bateau. Et puis, on Oui. était heureux, hein. Oui, nous, on a vécu dans un monde minimaliste, hein, à tous les niveaux, hein. Donc, on économisait toutes les ressources alimentaires, l'eau, on faisait attention à l'électricité, on mangeait ce qu'on trouvait. Donc, on vient d'un monde minimaliste et on se trouve alors dans la société d'abondance, de consommation. Et ça, c'était vraiment le choc. Ouais.
ce retour à terre nous a fait comprendre quelle était la plus grande leçon de ces 7 années passées en mer. Ouais, ok. En fait, c'est ni la navigation, ni la technique, et je pense que la plus grande leçon de la vie, c'est le lâcher prise, hein, que la nature a toujours le dernier mot, que la vie est courte et que le bonheur se trouve dans la simplicité. Ouais, c'est ça Mm. qu'on a appris pendant ces 7 ans, c'est que vivre de manière minimaliste, c'est pas tellement une contrainte, hein, c'est plutôt un choix de vie. Et nous, on entend continuer cet esprit minimaliste parce qu'on n'a pas besoin finalement de grand-chose pour profiter de la vie. Alors, quelle est la suite? Alors, notre mission, c'est de vieillir sans devenir vieux, puis nous lançons un défi au temps qui passe. Oui, nous allons continuer à profiter de la vie en choisissant de lâcher prise plutôt que d'acheter des objets qui servent à rien. Nous, on cherche le bonheur par le voyage et par le minimalisme. Ouais. Parce que le temps, il passe pour tout le monde, les kilomètres s'accumulent, et ben, nous, on va prendre de l'âge, mais on reste toujours curieux. Oui, donc on reste toujours des SDF, on n'a pas de domicile fixe, on a une adresse administrative, mais nous, on bouge, on voyage, on change de lieu, d'habitation. Donc ça, on va continuer. Le budget est toujours limité, hein, mais ça, c'est pour tout le monde la même chose. Mais notre ambition avec cette vie d'aventure, de voyage, de rencontre, de no stress, Mhm. c'est que ça soit un remède anti-vieillissement. Ouais, donc un antidote à la vieillesse. Donc rien n'est fini pour nous. Euh, L'aventure s'est pas arrêtée, elle s'est juste transformée. Oui, on a vécu 7 ans exceptionnels, malgré tout ce qu'on a dit sur la décision d'arrêter à cause de toutes les contraintes. On a quand même passé très bonnes années. C'était une énorme expérience humaine. On a aussi gagné en compétences, on a Mm. appris énormément de choses, mais maintenant on a le sentiment que le meilleur est à venir. Ouais. Puis on veut continuer à partager notre joie de vivre et puis montrer que après 50 ans, on peut toujours vivre une vie pleine de défis. Et si vous êtes prêt à nous suivre dans ce nouveau chapitre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.